Salut à tous, c'est Napoléorque. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo preview sur l'UFC Apex de ce week-end. Petit retour sur les résultats de la semaine dernière. J'ai pas pu faire de vidéo, j'étais pas chez moi du tout de la semaine. C'est dommage, j'avoue que c'est très dommage pour moi parce que les résultats ont pas été mauvais du tout. Petit 10 sur 13, ça doit faire du 76% de réussite, je crois, quelque chose comme ça. On va essayer d'avoir au moins le même résultat ce week-end. Je vous avoue que la carte me semble particulièrement déséquilibrée. Sur les 12 combats qui sont affichés, il y en a pour moi 3 où c'est pas du 80-20. Donc on va au moins viser le petit 10 sur 12 pour ce week-end aussi. Et on commence sans plus attendre. L'UFC Vegas de cette semaine accueille comme main event Neil Magny contre Carlos Prates. Carlos Prates, le fighting nerd, contre Neil Magny, le vétéran. C'est un combat qui peut être très excitant. Et même s'il y a beaucoup de combats déséquilibrés sur cette carte, il faut faire attention. Souvent, les petites cartes réservent de très beaux combats, de très belles confrontations. Les combattants ont tout à montrer, tout à prouver pour garder la place à l'UFC et pour continuer à pouvoir gravir les échelons. Donc on va quand même surveiller cette carte avec beaucoup d'attention. Et on sait qu'il faut jamais être trop sûr de soi. Dans ce sport, les dieux du MMA adorent punir les gens qui sont un petit peu trop présomptueux. Et on commence sans plus attendre. Le premier combat va opposer Melissa Mullins contre Claudia Sigula. Claudia Sigula, nouvelle combattante, c'est pour ça qu'il n'y a pas ses stats. Les stats que j'affiche sont uniquement les stats de l'UFC. Donc tous les nouveaux combattants, il y en aura plusieurs dans cette carte, n'ont aucune stat. Ça sera à eux du coup de les établir. Donc pour ce premier combat, c'est clairement pas un cadeau que l'UFC fait à Claudia. Son arrivée va être très compliquée. C'est une strikeuse qui est assez puissante d'après ce que j'ai pu voir, qui n'hésite pas à engager debout, qui a quand même beaucoup de volume, qui essaye de bien faire, mais elle est très limitée en lutte. Elle a l'air très limitée au sol. Face à elle, Melissa Mullins, qui elle a un striking puissant, un striking précis et qui est très agressif. Et qui malheureusement pour Claudia, Melissa est une championne. Alors on l'a pas trop vue à l'UFC, mais c'est une championne de Jiu-Jitsu brésilien. Donc ce qui peut être très clairement la faiblesse de Sigula. Pour moi, je vois très peu de chance pour Sigula. Je pense que son arrivée à l'UFC va assez mal débuter. À voir ce qu'elle va pouvoir faire dans les prochains combats. Pour moi, dans ce combat, Melissa Mullins va avoir un gros avantage au niveau de la lutte et au niveau du sol. J'imagine que si jamais Claudia arrive à la mettre en difficulté au niveau du striking, Mullins ne va pas hésiter à utiliser sa lutte, ne va pas hésiter à utiliser son sol. Étant donné que c'était une championne de Jiu-Jitsu brésilien, le sol doit être particulièrement efficace. Je vois très peu de chance pour Claudia Sigula pour son premier combat de venir s'imposer ici. Donc je vais partir comme pronostic sur une victoire à la décision de Melissa Mullins. Combat suivant. Trezean Gore contre Antonio Trocoli. Alors c'était un combat assez compliqué à pronostiquer. Gore, c'est un combattant qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Je crois que son dernier combat était en 2002. Donc on sait pas vraiment comment il est aujourd'hui. De ce qu'on sait, c'est un combattant qui est très puissant, qui a un bon striking, qui a une bonne lutte. Pas forcément le combattant de l'année, mais c'est un combattant très solide. Donc Antonio Trocoli, c'est vraiment un combattant qui est excessivement grand pour sa catégorie, 1m96. Pas très puissant, striking pas très bon. Il est bon en lutte, il est bon en jiu-jitsu. C'est un combattant que j'aime pas trop. J'ai beaucoup de mal avec lui. Je vois pas trop comment il peut s'en sortir face à des strikers vraiment puissants qui vont pas hésiter à lui rentrer dedans. On sait pas non plus dans quelles conditions va revenir Gore. Je vais quand même aller du côté de Gore. Plutôt victoire par KO de Gore. Et donc pour ce combat qui, je vous avoue, m'excite beaucoup plus que ceux d'avant,
nous allons avoir droit à Cody Stamann contre Damon Blackshear. Les deux sont des combattants que j'aime beaucoup regarder. D'un côté, on va avoir Cody Stamann, qui est un combattant extrêmement complet. Très bon lutteur, très bon boxeur, bon volume, bon cardio. Seul problème selon moi, c'est qu'il manque de puissance. Il va manquer ce côté létal. Mais sinon, c'est un très bon combattant qui va assez facilement pouvoir gagner des décisions. En face de lui, on a Damon Blackshear. Damon Blackshear, c'est un combattant qui est extrêmement athlétique et surtout, c'est un incroyable striker. Il est puissant, il est rapide, il est efficace. Les trois principales qualités d'un striker. Sa lutte est pas mauvaise. Son gros volume lui permet de prendre les rounds et de gagner s'il met pas de KO. Pas souvenir de l'avoir vu au sol, donc je peux pas trop dire son niveau. J'ai pas de gros moments de sol pour lui, mais je le vois bien gagner ce combat. Alors j'hésite un petit peu entre le KO et la décision. Je vais peut-être partir sur un KO round 3. Mais vraiment un combat que j'attends de voir. Deux très beaux combattants, une belle opposition. Je suis vraiment très curieux de voir qui va remporter ce fight. Et comme je vous ai dit, mon pronostic va aller du côté de Blackshear. On va passer au combat suivant. Charles Ratkt, je sais pas trop comment on le dit, j'espère que je l'ai pas trop écorché, contre Matthew Semelsberger. Encore une fois, combat d'un nouveau venu à l'UFC. On n'a pas vraiment de stats pour lui. Assez excitant comme combattant. Il est réputé comme étant un excellent grappleur, très athlétique, et niveau striking, il est pas en reste. Il est puissant, il cherche toujours le KO ou le takedown. A priori, c'est un très beau combattant qui a récupéré l'UFC et je suis assez curieux de voir comment il va pouvoir évoluer au plus haut niveau. Face à lui, Matthew Semelsberger. C'est simple, c'est un striker puissant, agressif et violent. Son game plan, ça va être d'avancer, d'avancer, d'avancer et de taper. C'est tout. Est-ce que ça en fait un mauvais combattant? Pas du tout. C'est même un combattant que j'aime beaucoup regarder. Très bon. Il va essayer d'avancer, il va essayer de lui rentrer dedans. Et il va faire un petit peu tout ce qui est possible pour. Maintenant, c'est vrai que c'est un combattant qui va être un petit peu limité. Et face à quelqu'un qui maîtrise le grappling, qui maîtrise le striking, et qui lui aussi va chercher à avancer, il y a un moment où je pense que Matthew va être en déficit. Et je vois assez mal comment Matthew va pouvoir survivre à ce combat. Donc je vais partir sur Charles Ratkt comme pronostic. Et comme tous les combats jusqu'à présent, c'est des pronostics où je vois pas trop comment leur opposant peut gagner. Alors, tout le monde sait que dans ce sport, tout peut se passer. Ça reste de la bagarre. Il suffit d'un coup pour que les choses sortent de l'ordinaire, on va dire. Mais encore une fois, c'est un combat où, pour moi, il y a 80-20, plus ou moins. Pour le pronostic, je vais partir sur Charles Ratkt. Je vois pas trop comment Matthew va pouvoir s'en sortir face à lui. Donc, encore une fois, c'est un combat où, pour moi, il n'y a pas une réelle opposition. Je vois Charles bien au-dessus de Semelsberger. Donc mon pronostic va aller du côté de Charles Ratkt. Victoire à la décision. Combat suivant. Eliseu Zaleski contre Zach Scroggin. Eliseu Zaleski, on le connaît en France. C'est le combattant dopé qui avait mis la première déculottée à Benoît Saint-Denis. Je pense que tous les fans de MMA se rappellent de ça. Face à lui, Zach Scroggin, nouveau venu à l'UFC. J'ai trouvé assez peu d'informations sur Zach Scroggin. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre de lui. D'un autre côté, on a Eliseu Zaleski, striker puissant, très athlétique,
pas forcément incroyable dans tout ce qui est lutte et sol. Je vais pas épiloguer très longtemps sur ce combat. Je vais dire une victoire de Zalewski, peut-être par KO. KO deuxième ou troisième round. Étant donné que j'ai assez peu d'informations sur Zach Groging, je sais pas trop sur quel pied danser. Je dois me positionner, je vais me positionner sur Zalewski. On passe directement au combat suivant. Donc pour ce combat, nous avons Cortavius Romius contre Gaston Bolanos. Donc Cortavius, c'est un nouveau venu à l'UFC aussi. On a ses stats parce qu'il a participé 2 fois au Contender Series. Première fois il a perdu, deuxième fois il a gagné. Il va affronter Gaston Bolanos. Combat qui je pense risque de sentir la poudre. D'un côté on a Bolanos. C'est très clairement le combattant type Muay Thai. Le striker plutôt vicieux qui va bien utiliser les coudes, les genoux, le clinch, qui va avoir des coups très variés, mais qui malheureusement va être limité dans son approche du MMA. C'est-à-dire qu'il va être très très bon en striking et très en dessous des attentes en lutte et au sol. Face à lui, il va avoir Cortavius Romius, qui lui, pour le coup, est pas mauvais en striking, mais c'est un très bon lutteur. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur pour Gaston. C'est-à-dire que, très clairement, il va dominer les débats. Je vois pas un monde possible où Bolano n'est pas devant en striking, ne met pas la pression à Romius et ne le met pas en difficulté. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu Romius inconscient sur le canevas de Las Vegas. Donc c'est tout à fait possible que Bolano arrive à lui mettre un coup de coude en pleine mâchoire. Lumière éteinte, combat fini. Cela dit, si Romius arrive à utiliser sa lutte, il est pas mauvais en striking. Il va pouvoir masquer un petit peu ses entrées. Et je pense que s'il met la main sur Bolanos, ça va être de très mauvais moments pour lui. On l'a vu, beaucoup de très très bons strikers dans diverses disciplines, quand ils arrivent au MMA et qu'ils sont mauvais en lutte, mauvais au sol, on se retrouve avec des tortues. On l'a vu encore avec Robelis de Spain, qui a été renvoyé il n'y a pas longtemps de l'UFC parce que justement trop de déficit au sol. Et là j'ai peur que Bolano passe de mauvais moments au sol. Du coup, pour mon pronostic, je vais plutôt partir du côté de Romius. Mais attention quand même, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de génie de Bolano qui va nous éteindre Romius encore une fois sur le canevas de Las Vegas. Donc pronostic, je vais partir sur Romius à la décision, sur un combat où il va vraiment essayer de lutter et de pourrir un peu le combat, d'empêcher Bolanos d'imposer son striking. Et on va passer tout de suite au combat suivant. Donc pour ce combat féminin, on va avoir d'un côté Karolina Kowalkiewicz et de l'autre côté Denise Gomez. C'est un combat qui est très intéressant, ça va être une belle opposition. D'un côté, on va avoir Karolina, une vraie vétérante de l'UFC. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'elle est là et qu'elle est là au plus haut niveau. Donc forcément, l'expérience et le fight IQ risquent d'être de son côté. C'est une très très bonne kickboxeuse. Elle sait utiliser le striking à son avantage. Mais elle commence un petit peu à vieillir et ça commence à se faire ressentir. 39 ans, on l'a vu sur son dernier combat, elle était beaucoup plus lente qu'auparavant. Ça commence à devenir compliqué pour elle et face à la nouvelle génération qu'incarne Denise Gomez, ça risque de plus passer. Là, Denise Gomez, c'est une très très bonne strikeuse qui peut lutter si jamais elle en a besoin, donc ça lui fait toujours un refuge si elle se fait toucher debout par Karolina. Elle est dangereuse debout, dangereuse au sol, et elle a avec elle la fougue de la jeunesse. Je vois très peu de chances pour Karolina de remporter ce combat, et je pense que Denise Gomez va vraiment nous faire un très beau combat et va réussir à gratter son entrée dans le top 15 suite à celui-ci. Et on va passer au combat suivant. Combat d'ouverture de la carte principale. Mais avant ça, je vous demande, si vous aimez bien la vidéo, de me mettre un petit like, un petit abonnement, ça m'aidera beaucoup pour la suite. Et sans plus attendre,
le combat de Mansour Abdulmalik contre Dusko Todorovic. Donc pour ce combat d'ouverture, on a une très belle opposition de style. D'un côté, on a Mansour Abdulmalik, combattant monstrueux. Il va de l'avant, c'est un excellent lutteur, il a de très bons contrôles de position et il a un grand endpoint des enfers. Face à lui, Dusko Todorovic, je le qualifierais plutôt comme un striker technique qui va prendre son temps, qui va imposer un bon volume, qui va essayer de donner son rythme au combat. Assez peu de létalité, mais pas mal d'efficacité. Je me pose quand même quelques questions sur son menton. Il a l'air de tenir, mais j'avoue que je le trouve un peu douteux. Sur ce combat-là, pour moi, je me fais très peu de doutes. Encore une fois, je vois Mansour Abdulmalik rouler sur Todorovic. Très clairement. Pour moi, à partir du moment où Abdulmalik va réussir à mettre la main sur Todorovic, le combat va être fini. Je vois pas comment un striker qui est vraiment 100% striking va réussir à se sortir du contrôle de Mansour et potentiellement à échapper à un ground and pound de Mansour. Je vois une victoire de Mansour sur ground and pound justement en début de troisième round. Et on passe au combat suivant. Luana Pinheiro contre Gillian Robertson. Alors pour ce combat, d'un côté, on va avoir Luana Pinheiro, bonne strikeuse, plutôt bonne en lutte, pas terrible en JJB, on l'a vu se faire soumettre il y a très peu de temps par Angela Hill. D'un autre côté, on va avoir Gillian Robertson, très bonne lutteuse, très dangereuse au sol et très dangereuse en soumission. Alors je vais pas dire en 1000 mots ce que je pourrais dire en une phrase. Les mathématiques dans le MMA, c'est pas du tout une bonne science, c'est pas du tout quelque chose de fiable. Mais Pinheiro a perdu contre une des femmes les moins dangereuses au sol de la division, dans la personne d'Angelina Hill, en se faisant soumettre au sol. Donc je veux bien que les maths dans le MMA ne soient pas quelque chose de fiable, mais quand on perd contre la personne qui est censée être le plus mauvaise dans une discipline, il y a quand même très peu de chances qu'on arrive à s'en sortir contre celle qui est réputée comme étant la meilleure, la plus dangereuse et la plus efficace. Donc encore une fois, ce combat pour moi c'est du 80-20, je vois assez mal comment Pinheiro va pouvoir se sortir de la gestion du sol et de la pression que va lui imposer Gillian Robertson. Je vois un finish sur ce combat. Victoire par soumission de Gillian Robertson, je dirais au premier round. Victoire accès express, je vois même pas comment. Je vois même pas le game plan que va pouvoir imposer Luana pour réussir à contrer les qualités de Gillian avec les armes qu'elle a dans son répertoire. Et on va passer directement au combat suivant. Et encore une fois, dans ce combat, on a un nouveau venu à l'UFC, en la personne de Reinier de Ridder. Et pour lui souhaiter un accueil, quoi de mieux qu'un vétéran de l'UFC, en la personne de Gerald Meerschaert, GM3. Alors, De Ridder, pour tous les fans de MMA, est pas du tout un inconnu. C'est un ancien champion du ONE FC, donc ONE FC qui, à mes yeux, est la deuxième plus grande ligue de MMA, qui va être au coude à coude avec le PFL, mais j'ai toujours un petit affect pour le ONE que je préfère. Donc De Ridder était double champion là-bas. Il y a assez peu de temps, il a perdu ses 2 ceintures contre le même homme. Mais c'est un combattant expérimenté et qui a déjà goûté au plus haut niveau. Il n'a pas goûté à l'UFC, mais il a goûté au niveau du ONE, qui est quand même un très très haut niveau du MMA. Donc d'un côté, on va avoir Gerald Meerschaert. Gerald Meerschaert, c'est clairement un guerrier. C'est un excellent lutteur, très bon en lutte, très bon au sol, plutôt moyen en striking, mais son mental fait la différence. Il n'abandonne jamais. Pour parler simplement, il peut se faire casser la gueule pendant 2 rounds et demi,
Mentalement, il sera toujours là, avec l'objectif de finir son adversaire. Et plusieurs fois, on l'a vu finir son adversaire en toute fin de combat après s'être fait casser la gueule pendant plusieurs rounds. C'est ce qui s'est passé à son dernier combat. Une victoire sur soumission au 3e round. Il faut jamais le prendre à la légère. Il faut jamais estimer l'avoir fini avant de le voir inconscient sur le canevas. Face à lui, Reinier de Ridder, pour moi, ça va être très simple. C'est exactement le même combattant que Meerschaert, mais en 2.0. Il va être aussi bon, je pense, en lutte. Il va être aussi bon au sol, mais il risque d'être un petit peu meilleur en striking. Donc même si je suis assez curieux sur ce combat de voir comment l'ancien champion du One va évoluer à l'UFC, je reste assez convaincu que l'UFC a fait plus ou moins exprès de lui donner un combattant qui reste tout à fait à sa portée, mais qui est quand même un nom dans la catégorie. C'est quand même un combattant reconnu et connu pour ses qualités. Donc je pense que ça va être une première marche pour De Ridder à l'UFC. Je pense qu'il va gagner ce combat à la décision. Ça risque de pas être le combat le plus palpitant de l'année. Mais ça va être une petite victoire tranquille pour De Ridder, qui va commencer à montrer un petit peu ses qualités au sein de l'UFC. On va voir jusqu'où il peut monter. On va déjà voir s'il arrive à passer Geralt, ce qui n'est quand même pas rien. Mais au niveau de mon pronostic, je vais partir sur De Ridder à la décision. Combat suivant, Ricky Turcios contre Bernardo Sopage. Combat qui peut s'avérer très excitant. Turcio, c'est un combattant très fun à regarder. C'est un bon striker qui met beaucoup de pression, beaucoup de volume, qui va toujours de l'avant, qui lâche jamais son adversaire. Par contre, il est limité au striking. Il va avoir beaucoup de mal en lutte, beaucoup de mal au sol. On l'a vu il n'y a pas longtemps, il a perdu contre Shi Weiwei par une soumission au 2e round. Et je pense que c'est un petit peu sa faiblesse. Maintenant que les combattants ont vu qu'il était très limité en lutte, très limité au sol, on risque de très souvent lui imposer ça dans ses game plans. Face à lui, on va avoir Bernardo Sopage, qui est un très bon combattant, très bon striker, beaucoup de volume, qui va toujours vers l'avant. On l'a vu récemment commencer à utiliser les takedowns. Franchement, c'est un combattant, j'attends de voir ce qu'il va devenir. Je le trouve vraiment assez prometteur. Ce qui me fait douter dans ce combat, c'est qu'on a vu il y a 7 mois Sopage prendre un KO monstrueux. C'est vraiment le genre de KO qui peut changer des carrières malheureusement. Un coup de genou à la mâchoire qui l'a séché net. Et je pense qu'il revient trop tôt. 7 mois pour moi c'est pas assez pour se rétablir d'un KO pareil. Heureusement, face à lui, Ricky Turcio a un manque cruel de létalité. Il a du volume, c'est sûr. Il est agressif, il va vers l'avant, il a plein de qualités. Mais il n'a pas le KO power. Vraiment, vraiment pas. C'est ce qui me rassure un petit peu pour Bernardo. Pour moi, c'est le meilleur combattant. Je le vois passer Ricky Turcio. Après, attention à ce menton. C'est vraiment ce qui me fait peur. Pour moi, il est trop tôt. J'espère que tout ira bien. Mais vraiment attention à ça. Et enfin, pour le dernier combat et pour le main event de cette carte, Neil Magny contre Carlos Prates. Neil Magny contre Carlos Prates. Donc d'un côté, on a le vétéran Neil Magny. C'est un combattant extrêmement complet, très dur, et qui repose sur la qualité principale de son striking. Il faut vraiment faire attention à ce combattant. C'est un excellent combattant et c'est un très bon gatekeeper pour l'UFC. Il garde l'entrée du top 15. Et là, je suis ravi que ce gatekeeper affronte Carlos Prates. Carlos Prates fait partie des Fighting Nerds.
Pour moi, les Fighting Nerds, c'est simple, c'est une des deux meilleures équipes de MMA au monde. Il y a les Nerds et il y a Eagle MMA, l'équipe de Khabib. Pour moi, c'est vraiment les deux équipes qui sortent complètement du lot. Il y a beaucoup d'autres très bonnes équipes, mais pour moi, ces deux-là sortent vraiment du lot. J'adore Carlos Prates. C'est un striker qui est extrêmement dangereux, extrêmement vicieux. Il sait allier la puissance, la vitesse et l'efficacité. Il a une précision qui est démoniaque. On le voit sur ses coups de pied, on le voit sur ses coups de genoux et on l'a vu sur ses KO au point. Il a des coups de pied très variés et une puissance qui est simplement monstrueuse. Pour moi, il faut vraiment se méfier de Neil Magny. Mais le pronostic va venir du cœur, mais la raison le suit, c'est Carlos Prates. Je vois une victoire de Carlos Prates par KO et je dirais au 3e round. Pour résumer cette carte, elle me semble assez facile à pronostiquer. Cela dit, les dieux du MMA aiment se montrer taquins, donc il va falloir bien se méfier. Pour faire un petit récap, pour moi la plupart des combats c'est presque du 80-20. Mullins, pour moi je la vois gagner à plus de 80%. Gore, Blackshear, Rakt, Zalensky, je les vois gagner à plus de 80%. Gomez, Abdul, Robertson, Prates, je les vois gagner à plus de 80%. Il va y avoir 3 combats où je me méfie grandement de mon pronostic. Ça va être le combat de Romius. On l'a encore jamais vu au plus haut niveau. Il faut faire attention, on l'a déjà vu se faire éteindre au Contender Series. On l'a vu gagner aussi au Contender Series. Mais là maintenant, il passe dans la cour des grands. Comment est-ce qu'il va réagir ? C'est dans la petite salle. Il connaît cette salle de l'Apex. Il a déjà combattu dedans. Mais c'est pas le même niveau. Donc je me méfie quand même de ce premier pronostic. Le deuxième pronostic, duquel je me méfie, ça va être Reader. Tout simplement parce que déjà en face, Merchert c'est un combattant exceptionnel qu'il ne faut jamais enterrer. Et Reader vient du ONE FC. Donc on a toujours cette différence d'organisation, cette différence d'habitude qui peut jouer en la faveur de l'un ou de l'autre. D'autant que si je dis pas de bêtises, les deux se sont entraînés ensemble et il y a très peu de temps. Ça remonte à il y a seulement quelques mois. Donc les deux se connaissent, les deux savent comment l'autre combat. C'est toujours un combat piège. Donc je me méfie aussi grandement de ce combat. Et le troisième combat, duquel je me méfie, ça va être le combat de Soppage. Tout simplement à cause de son menton. J'ai peur que son menton soit encore trop fragile, qu'il revienne trop tôt et qu'il puisse potentiellement se reprendre un KO. Donc c'était vraiment les 3 combats où je voulais vous rappeler de vous méfier. On ne sait jamais, les dieux du MMA aiment être cruels et aiment des fois briser des combattants même quand on est sûr qu'ils vont gagner. Faites attention à ça. Et c'est fini pour ma review de l'UFC Apex. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un abonnement. Ça va grandement aider la chaîne à se développer. Je vous retrouve dimanche pour une petite vidéo de récap de cette UFC. Voir comment on s'est débrouillé dans les pronostics. Voir comment on a été les combats. Et on se retrouve la semaine d'après pour la review du prochain UFC.